Fiera, conservateur du musée de l'Ordre. Nous sommes ravis d'être à nouveau dans ces lieux magiques. Alors, 4 ans de présence, d'action. Qu'est-ce que tu peux nous dire à ce propos? D'abord, merci aux Nôtes de Paris pour leur fidélité à suivre les actions de ce mouvement qui a beaucoup évolué en 4 ans. Il y a 4 ans, la doctrine de ce musée, qui est un peu cachée, mais qui existait, était de vivre caché pour vivre heureux. C'est-à-dire qu'il y avait peu d'ouverture publique, quelques visites guidées, mais très discrètes, et qu'il fallait en connaître l'existence. Pas de site internet, pas de traces sur Facebook, sur le monde numérique, aucun catalogue. Et puis peu d'accès à la recherche, c'est vrai, et une politique d'acquisition qui était sans doute bien menée, mais qui se cantonnait à certains domaines de l'histoire, certaines affaires et à des documents essentiellement manuscrits. En 4 ans, nous avons décidé de changer un peu l'optique et de sortir le musée de son anonymat, de le rendre désormais plus accueillant, plus connu. Ça a commencé par accroître le nombre de visites accompagnées, guidées, avec un magnifique guide, Jean-Marc Esvan, qui nous accompagne et fait des promenades dans ce musée que tous savourent, tous les visiteurs ressortent enchantés. Il a en plus le mérite de les faire de façon bilingue, c'est-à-dire qu'il les fait soit en français, soit en anglais, ce qui n'est pas rien dans un milieu où il existe beaucoup d'avocats, de juges, de clients, de l'étranger, qui s'intéressent à l'histoire de la justice, qui s'intéressent à des affaires qui ne sont pas que franco-françaises parce qu'elles ont un retentissement international. Je pense à Dreyfus, je pense à J'accuse de Zola, je pense à des grands procès comme celui de Pétain, la révision, la sortie de la guerre, l'épuration, etc. Des affaires qui intéressent toute l'Europe et au-delà. Et donc il fallait aussi une présentation susceptible d'accueillir des touristes étrangers, des professionnels étrangers qui ne maîtrisent pas malheureusement tous, même s'ils ont la francophonie à cœur, en tout cas ils ne maîtrisaient pas parfaitement la technique du vocabulaire français. Donc aujourd'hui cette présentation, cette ouverture évidemment à partir de début avril, du 2 avril, cette fois au plus large public, tous les week-ends grâce à une billetterie, plus besoin de réserver, plus besoin de s'inscrire dans un groupe, plus besoin de venir avec un guide accompagné, cette fois un musée qui fonctionne normalement, ce qui sa billetterie. Avec sa billetterie, ce qui semble pour nous un exploit, mais ce qui devrait être la normalité, c'est-à-dire une billetterie toute simple, une hôtesse d'accueil, un gardien, etc., un gardiennage, et le visiteur est libre de rester. Un vrai musée. Un vrai musée, libre de rester un quart d'heure si seul un objet l'intéresse et qu'il a très peu de temps, 3 heures ou 4 heures ou toute la journée s'il est vraiment absolument amoureux de l'histoire de la justice et qu'il veut lire chaque document présenté ici. Donc beaucoup d'acquisitions. Alors est-ce qu'il y aurait des acquisitions qui pour toi s'inscrivent justement dans cette démarche vers le grand public, plus de vulgarisation, etc. Alors on a essayé de mener une politique d'acquisition qui conserve à la fois le caractère très patrimonial, d'enrichir les collections en livres anciens ou en manuscrits sur des affaires que nous suivions, des grands avocats, des moments d'histoire de la justice, mais qui peuvent être un peu arides pour le grand public. On passionne les professionnels, mais je peux comprendre qu'un étudiant en droit même se trouve un tout petit peu perplexe devant des documents sur le lit de justice du roi, etc. Et donc nous avons décidé depuis largement avec Cindy Gérassi qui m'assiste à la gestion, à la conservation de ce musée, d'aller d'abord vers la photographie. Ce qui peut paraître rien et qui est beaucoup parce que la photographie elle a une place très importante dans l'histoire judiciaire, alors que paradoxalement, on ne peut pas faire de photographie pendant une audience. D'où l'intérêt. Voilà, l'intérêt. L'intérêt, il est double parce que cette interdiction de photographier les grandes scènes d'audience, cette interdiction de filmer les procès, de les enregistrer, en fait que ce monde reste mystérieux. C'est un monde clos, fermé, comme la prison, en quelque sorte. On ne peut pas y filmer, y photographier, mais paradoxalement, beaucoup de photographes y sont intéressés. Les photographes de presse sont sur les marches du palais, ils sont aux affûts, ils rentrent dans la salle, ils cachent leur appareil, et avant que les débats ne commencent, hop, ils arrivent à saisir des moments absolument miraculeux. Plus les procès qui ont été photographiés ou documentés pour l'histoire, c'est-à-dire les procès des crimes contre l'humanité, Pacon, Touvier, voilà, ces affaires-là, évidemment, et Barbie, pour lesquelles il est important d'avoir des images. Donc notre grand enrichissement, c'est des images, beaucoup de photos, non seulement des procès, mais aussi des acteurs du monde judiciaire, tels qu'ils se promènent dans les couloirs du palais, tels qu'ils se présentaient fanfaronnant comme des avocats sur les marches, tels que la vie du palais pouvait être visible, et puis aussi des photos de faits divers. Parce qu'une affaire judiciaire qui vient au palais de justice, ça n'est pas que
un procès, c'est aussi d'abord une enquête, c'est aussi des policiers, c'est un juge d'instruction, c'est des avocats sur le terrain, sur les crimes, c'est la reconstitution, c'est l'enquête, c'est les preuves. Et ce musée, peut-être péchait par un endroit qui était, on va dire qu'on allait directement à l'audience. Et on avait très peu de renseignements sur ce qui s'était passé pendant les 2-3 années d'enquête criminelle, voire les 15 années, si je prends l'affaire Grégory, pour arriver finalement à se retrouver dans une cour d'assises. Et ça, c'était important. On pensait peut-être benoîtement que le musée de la police ou que d'autres institutions achetaient tout et qu'il n'y avait rien. Et en réalité, c'est plus compliqué que ça. Donc, on a enrichi beaucoup. On a enrichi aussi sur des objets que nous trouvons intéressants de la vie de la justice. Des documents qui montrent qu'il y avait des billets de faveur qu'on pouvait obtenir pour assister aux audiences, je trouve ça formidable, des tas de petites figurines d'images populaires qui sont là très accessibles pour le large public parce que la figure de l'avocat sur le chocolat Poulain en 1900, je trouve ça magique, les cartes de vœux avec des avocats, des objets du 19e siècle qui jouent sur les gens de robe, autres que dans la grande tradition de Daumier, il y a eu d'autres façons de sourire ou de se moquer ou de parler des plaidoiries. Nous avons aussi, et beaucoup grâce à Cindy Gérassi et à Frédéric Dubet également qui travaille à la Bibliothèque de l'Ordre, acheté des affiches de films. Et ça nous a semblé important. Alors on ne les montre pas encore pour l'instant parce que c'est spectaculaire et que c'est très grand. Mais nous avons une grande collection aujourd'hui d'affiches et de documents sur le cinéma, tant ils abordent la justice, les palais de justice, les grandes affaires criminelles, il y a énormément de films avec des avocats et des juges, et nous avons pensé qu'il était important dans notre collection d'aller jusqu'à des médiums populaires comme le cinéma. D'accord, donc ça fait partie des dernières acquisitions. Les grandes acquisitions, c'est des grandes affiches de films pour les dernières, des livres importants et des pièces historiques importantes, mais aussi, par exemple, les photos de Landru, qui me semblent, moi, toujours magiques. Elles sont fascinantes parce que c'est le premier serial killer que finalement on juge au sens de l'histoire moderne. C'est le premier qu'on photographie. C'est la première fois qu'on voit un tueur, entre guillemets, s'animer, se défendre tout seul, prendre la parole en dépit de ça, la présence de son avocat est réelle, mais il est invective, il a des arts d'oratrice, c'est insensé. Et donc, le numéro, entre guillemets, de Landru à l'audience fait partie de la mémoire collective de l'histoire judiciaire, et il nous semblait important d'avoir des images de Landru. Nous avons eu le bonheur d'acheter à la vente Zoumerov, qui était une grande vente d'un grand collectionneur à Drouot, mais aussi dans d'autres endroits, d'acheter des images de procès et d'acheter des images de Landru sur des plaques de verre qui me semblent des moments absolument inouïs et spectaculaires. Donc là, Emmanuel, nous sommes devant l'acteur principal, un des acteurs qui a joué un rôle majeur dans l'affaire Dreyfus, son avocat. Et que peux-tu nous dire des dernières acquisitions? Parce que je crois qu'il y a eu des acquisitions, justement. Alors oui, on aime beaucoup l'affaire Dreyfus parce qu'on a eu la chance d'hériter des archives, notamment des deux grands avocats, du bâtonnier Demange, qui est ici à mes côtés, qui était l'avocat de Dreyfus, le premier, le seul pendant de nombreuses années, avant qu'il ne soit rejoint par Fernand Laborie, jeune avocat extrêmement brillant, qui deviendra celui de Zola dans l'affaire J'accuse et qui finalement deviendra aussi celui de la famille Dreyfus. Donc ce sont deux avocats, l'un était déjà bâtonnier, l'autre le deviendra beaucoup plus tard, qui ont fait véritablement la défense de l'affaire Dreyfus et pour Laborie de Zola. Donc on a toujours acheté par principe des documents qui étaient liés à ces avocats et à l'affaire. On avait déjà un fonds important qu'ils nous ont légué, les lettres de Zola, les plaidoiries pour l'affaire J'accuse, ce sont des documents historiques exceptionnels et que personne d'autre ne peut avoir. Nous avons évidemment Demange, immense avocat, qui pleure lors de la condamnation de Dreyfus. Et c'est quand même des moments d'humanité où on sent qu'être avocat n'est pas seulement, on va dire, quelque chose, ce n'est pas quelque chose de cynique. C'est avocat, c'est être un humain qui endosse une cause et croire à la vérité. Nous avons aussi de l'autre côté les choses plus complexes de l'époque, parce que 16 ans de procédure, l'antidreyfusisme, ça a provoqué des choses amusantes et moins amusantes. D'un côté, le jeu de loi sur l'affaire Dreyfus, on jouait à l'affaire Dreyfus quand même, ce qui un peu glace le sang aujourd'hui, parce qu'on parle d'antisémitisme, parce qu'on parle de haine, parce qu'on parle aussi donc de débat intellectuel. Et puis ici, d'autre côté, nous avons une des très nombreuses images de ce qu'on appelait le musée des horreurs. Le musée des horreurs, c'est donc un ensemble comme ça donc de caricatures qui étaient en grand format, sous forme d'affiches qui ont été tirées et qui valent assez cher aujourd'hui, et qui sont des charges contre tous les acteurs. Ce sont des charges antisémites, anti-maçonniques, anti-républicaines, anti-dreyfusardes,
Et chaque personnage de l'affaire est représenté, les 45 ou 49 quasiment, est représenté sous les formes d'un animal avec des provocations. Il s'avère que là, c'est Laborie, c'est l'avocat de Dreyfus et surtout de Zola. Laborie, il est victime d'un attentat devant la cour d'appel de Rennes lors d'un multiple rebondissement de l'affaire Dreyfus. Il doit replaider pour Dreyfus. On est devant une sorte de cour de révision militaire en quelque sorte. Et pendant l'été, il est à Rennes et il est victime d'un attentat. Un anti-dreyfusard lui tire dessus et lui envoie 2 balles dans la peau. Il a été gravement blessé. Il va s'en remettre très difficilement, mais dès qu'il sera remis, ça mettra quelques jours, il viendra à la barre, encore convalescent, pour reprendre le combat, incité par les lettres de Zola que nous avons, qui l'y encouragent. Et il faut se rendre compte de la violence des débats et de ce que pouvait être l'acharnement de la presse quand on voit Musée des horreurs, numéro 5, trou de balle, donc avec des jeux scatologiques et tout ce qui va avec, concernant Laborie qui vient de se faire tirer dessus. On voit le pistolet ici. Et on voit l'annonce des prochaines victimes du Musée des horreurs qui va caricaturer. Prochainement, Kobash Dan, célèbre coupeur de queue de cochon. Ce qui veut dire, ce sont des références à la queue de cochon, le cochon, aux juifs, à l'antisémitisme, etc. Mufton Georgette, le traître Dreyfus Salière, la morue blanche. Donc les femmes sont des morues, les juifs sont des anti-cochonailles, je ne sais pas quoi, l'assassin, etc. Daté du mois prochain, sera publié 2 numéros par semaine du Musée des horreurs, le prix complet des abonnements, etc., etc. On est dans quelque chose, quand on pense qu'il existe aujourd'hui un acharnement médiatique sur certaines affaires ou sur certains justiciables, je ne sais pas, je prends Cahuzac qui devait se plaider cette année, retardé, je prends, etc. On est à 1/100 de ce qu'ont pu vivre avant l'arrivée d'Internet des affaires et des avocats et des justiciables dans des procès tels que celui de Dreyfus. Alors justement, Emmanuel, sur ce sujet, tu organises des rencontres un peu particulières sur des grands procès en cours ou qui ont traîné, qui sont inscrits dans le temps et qui démontrent un petit peu notre mode de fonctionnement. C'est quelque chose qui va être prolongé par les publications? C'est uniquement l'aspect rencontre ou tu envisages d'aller au-delà? Alors nous avons lancé depuis janvier 2016 une série d'entretiens et plutôt que de les appeler rencontres du musée du barreau, nous les appelons les auditions du musée du barreau. Et comme en plus je veux qu'à chaque fois il y ait 2 intervenants pour que le débat soit plus enrichissant, c'est des auditions contradictoires. Comme ça on est dans un vocabulaire judiciaire jusqu'au bout. Ces auditions, on les a démarrées avec une idée, c'était de tester, et parce qu'on pensait qu'un musée, c'est pas seulement la mémoire, c'est pas seulement le patrimoine, c'est aussi de suivre ce que c'est que l'histoire de la justice aujourd'hui, la façon dont on la pense, les grandes affaires, les réformes, qu'est-ce que c'est que juger, etc. Donc on a invité en janvier, ça a été un très beau succès, à la fois Geoffroy de la Galerie, jeune sociologue qui vient de publier un livre chez Fayard qui s'appelle Juger, qui est un sociologue aux assises, donc qui regarde avec la candeur entre guillemets et l'analyse du sociologue ce monde judiciaire dans lequel nous nous trouvons, tout presque parfait, horrible mais parfait. Et il était avec Thierry Lévy, immense avocat que nous célébrons évidemment dans ce musée, grand combattant contre la peine de mort, et ça a été un débat absolument formidable. Sur le moment, nous n'avions pas pensé à faire un livre, un enregistrement, et nous l'avons beaucoup regretté. Oui. Ce qui fait que nous allons désormais enregistrer, que nous avons commencé à enregistrer, et nous mettrons sans doute en ligne, où nous filmerons peu à peu nos auditions. Nous avons, dès le mois suivant, reçu Pascal Robert Dillard, chroniqueur judiciaire au Monde, qui a été absolument formidable, avec Jean-Philippe Degnaud, qui est chef du service police-justice à France Inter. C'était à propos de livre de Pascal Robert Dillard qui vient de sortir, La déposition, c'est l'affaire Maurice Agnolet. À la fois un avocat, on ne peut pas dire qu'il est très bien tourné, et en même temps un débat passionnant sur qu'est-ce que c'est que la cour d'assises, mais qu'est-ce que c'est aussi que rendre compte dans un journal de ce qui se passe dans la cour d'assises. Qu'est-ce que c'est que le rôle de chroniqueur judiciaire? Qu'est-ce qu'on décrit? Est-ce qu'on se contente des phrases qui sont prononcées ou est-ce qu'on décrit l'ambiance? Est-ce qu'on décrit la gueule de l'accusé? Est-ce qu'on prend parti? Ou est-ce que cet exercice très compliqué journalistique dans un univers, encore une fois, où on ne peut pas photographier, on ne peut pas... Et la seule chose, c'est qu'on doit le soir immédiatement gratter sa chronique pour que le lendemain, le lecteur ait l'impression d'avoir été dans la salle d'assises. Ça, c'était formidable. Nous avons reçu Mathieu Delahousse, qui est journaliste, chef police-justice au Nouvel Observateur, sur l'affaire Cahuzac.
avec Jean-Didier Bello, un pénaliste spécialiste du droit des affaires, c'est-à-dire le pénal en col blanc, c'est quelqu'un qui conseille des dirigeants d'entreprise, des hommes politiques qui ont d'un seul coup des affaires pénales et qui basculent dans ce monde qui normalement appartenait à celui de la criminalité. On a trouvé ça très intéressant de les mettre ensemble. Très prochainement, mon confrère Jacques Trémollet de Villers, connu pour un certain attachement passéisme et qui a fait un livre très intéressant sur le procès de Jeanne d'Arc, publié aux Belles Lettres, et qui viendra discuter de cela avec Philippe Bilger, le célèbre ancien avocat général. Il est désormais à la retraite de la magistrature, mais toujours très actif sur Internet, sur son blog et dans les médias. Et ils nous feront un débat formidable qu'on espère garder, en tout cas pour la mémoire. Un programme qui nous amène, pardon parce que je le termine, en mai, avec Annette Vivorca, célèbre chercheuse historienne sur le procès Eichmann, donc quelque chose de très important, un livre qu'elle a fait à nouveau sur le procès Eichmann qui me semble, moi, fondateur ou fondamental, avec Philippe Cohen, qui a été avocat, qui est directeur juridique aujourd'hui de Buena Vista International, c'est-à-dire de Disney, et qui a un combat qu'il a traduit dans un livre contre le fait que Mein Kampf soit tombé dans le domaine public. Donc à la fois Eichmann, le bourreau, et aussi la façon dont les idées nazies ou néo-nazies peuvent être aujourd'hui colportées par le fait que notamment le domaine public ait accepté Mein Kampf, qui peut être reproduit partout. On a pensé que ça c'est un débat juridique, un débat historique, ça parle de procès, ça parle de droit, ça parle de responsabilité, ça parle de mémoire, c'était important. Et puis aussi un débat avec Delphine Boisel, bientôt, qui est la présidente de l'Observatoire international des prisons. Il nous semble important de parler des prisons. Elle viendra avec une auteure qui a réalisé un livre, on va dire dans une forme nouvelle, à la fois papier et numérique et des tas de choses, sur la prison. Donc elles parleront tous les deux de ce qu'est l'univers carcéral aujourd'hui, le fameux univers carcéral dont on parle pour savoir s'il n'a pas été défaillant pour former des Daeshiens ou des islamistes ou plutôt des djihadistes. C'est une vraie question. Qu'est-ce que c'est que la prison aujourd'hui en France? Voilà. Et en juin, également, François Gibault, mon prédécesseur, conservateur honoraire du musée du barreau de Paris, qui viendra parler des avocats pendant la Grande Guerre, c'est-à-dire celle de 14-18, où un tiers du barreau, près de 500 personnes environ, sont mortes au front. C'est une des professions qui a été les plus décimées. Ils sont partis la fleur au fusil. Et aujourd'hui, nous n'avions plus pour les honorer que cette grande plaque dans la salle des pas perdus, où chaque année, au 11 novembre, nous venons réciter leur nom avec la garde républicaine. Il nous semblait important de raconter leur histoire, de raconter ce que c'était qu'être avocat et d'être envoyé au front à l'âge de 35 ans et éventuellement de laisser ses orphelins derrière et un cabinet dans un grand désarroi. Voilà. De belles soirées en perspective. Donc de belles soirées et qu'on va continuer. On est assez content de cette initiative et qui me semble s'inscrire dans l'activité normale d'un musée vivant. Alors des soirées pour lesquelles il faut s'inscrire impérativement. Il faut s'inscrire parce qu'on a un nombre de places limité. En quelque sorte, nous sortons les chaises, nous installons ici, nous poussons un peu les collections, mais il faut s'inscrire. La première était pleine à craquer, on a dû mettre des gens debout qui n'étaient pas inscrits, on les accepte bien volontiers, mais il faut bien vouloir s'inscrire auprès du musée. Le musée, on le trouve facilement, on va avoir un site internet à peu près autonome, on est hébergé sur le site de l'Ordre des avocats, mais la façon la plus simple de nous trouver, c'est sur Facebook, à Musée du barreau de Paris. Tout à fait. Voilà, et où là, on met toutes les informations, tous les contacts, et je pense que c'est pour nous un outil important pour communiquer. Alors, Emmanuel, toutes ces nouvelles que tu viens de nous annoncer sont très intéressantes et je pense que ça intéressera tout le monde. Et on s'est rendu compte qu'en fait, toutes ces archives, tous ces documents débouchaient sur des éditions, dont une qui vient de remporter un prix. Donc tu peux nous en dire quelques mots? Oui, on est très fiers d'avoir reçu le Grand Prix du livre du patrimoine pour Les Grands Procès de l'Histoire, qui est un livre que j'ai signé, mais qui est fait en collaboration avec Cindy Gérassi du musée et qui a travaillé beaucoup à l'iconographie. C'est un livre publié aux éditions de La Martinière, un très gros livre qui a déjà eu un très gros succès commercial et critique et qui là en plus remporté des lauriers de la part du comité Malraux pour le patrimoine. Donc on est enchantés. Cette idée de faire des livres, elle vient plutôt de cette idée première qui est de faire des expositions, de faire les deux en parallèle. Ici, nous avons des collections permanentes que nous aimons beaucoup, mais qui vont dans un parcours chronologique démarre au Moyen-Âge quasiment, à ce que c'est que l'invention de la justice, le procès, on va dire tel qu'on peut l'imaginer, les costumes d'audience, l'installation du palais, à Paris, l'île de la Cité, les sacs à procès, toute une histoire
assez ancienne, et puis il y a un déroulé chronologique qui nous amène jusqu'à quasiment l'ère contemporaine. Et dans tout cela, on pensait qu'on pouvait mettre en lumière, pendant des expositions temporaires, certains éléments. On a donc, l'année dernière, accueilli une magnifique exposition sur Maurice Garçon, le grand avocat dont le journal 3945 a été publié et a connu un succès en librairie absolument inattendu. Ça a été un délice pour les historiens, pas uniquement pour les avocats qui s'intéressent à l'histoire, pour le grand public aussi. Et on a eu la chance de se voir confier par la famille de Maurice Garçon les documents, les carnets, les aquarelles, beaucoup de documents inédits. Donc on a fait une exposition dont on était très content et nous avons décidé d'enchaîner sur une exposition qui a lieu actuellement en ce moment, qui va se terminer pour l'été, parce qu'on l'a déjà prolongée, qui est consacrée aux grands procès. Alors les grands procès, c'est en quelque sorte les procès qui ont eu un impact sur la société, qui ont soit divisé la France, soit l'ont fait avancer dans sa façon de réfléchir. Donc c'est aussi bien des procès de sang, c'est évidemment Landru, c'est évidemment le docteur Petiot, c'est évidemment Violette Nozière, ce sont des Gaston Dominici, des grands personnages ou des histoires qui ont provoqué aussi l'intérêt des littérateurs, des romanciers. Mais ce sont aussi des procès parfois, Gisèle Halimi, Bobigny, la cause des femmes, ça nous semblait important. Mais ça peut être aussi Outreau, où d'un seul coup c'est la justice qui est mise en procès. Et parmi ces procès, nous avions mis Stavisky, qui nous semble capital parce que c'est une affaire politico-financière, il y a un mort, il y a des suicides, il y a beaucoup de choses, mais ce qui est jugé, c'est une certaine déliquescence, on va dire, de la Troisième République, les attaques politiques, la montée des L'affaire Stavisky, elle arrive dans un contexte, évidemment, où la France est déjà très échauffée, en ébullition, un contexte politique compliqué, et Stavisky est suspecté d'avoir eu des complicités, etc., dans cette escroquerie financière générale. Tout ça se traduit par des tensions, par des manifestations. Le 6 février 1934, la foule manifeste devant le Parlement. Il y a une charge de la police, il y a des morts, il y a des dizaines de morts, il y a des blessés par centaines. Et le palais de justice est à feu et à sang entre ceux qui sont, on va dire, dans le bon camp républicain et puis ceux excités qui pensent que l'extrême droite et les milices et la façon dont on voit la politique par le petit bout de la lorgnette doit l'emporter. Et affiché sur les murs du palais de justice, après les escrocs, les assassins, confrères, laisserez-vous revenir au palais les avocats dont la robe est rouge de sang. C'est le lendemain du 6 février 1934 et des morts pendant les manifestations. On a les émeutes au palais de justice, des choses dont on n'a plus du tout le souvenir, qui nous semblaient importantes. Voilà. Donc ces expositions, elles donnent lieu, parce qu'on pense que c'est important, à des livres, à des beaux livres, des livres illustrés. Nous avons ici un fonds iconographique absolument formidable, avec beaucoup de choses inédites, qui nous semblaient très contre-productif de ne pas les montrer. Un musée, c'est fait pour divulguer et transmettre le savoir et la connaissance au plus grand nombre. Et nous nous attaquons donc en ce moment même à notre prochain sujet, qui sera à partir de l'automne d'octobre prochain, Femmes et justice. Les femmes avocates, les femmes magistrates et les femmes criminelles, pour faire une petite touche, voilà. Il nous semble important parce que c'est aujourd'hui une profession, le métier d'avocat ou celui de juge, qui est une profession essentiellement de femmes. Il y a plus de 60% de femmes dans ces deux corps de métier. Alors elles ne sont pas encore tout à fait en haut de la hiérarchie parce que les résistances et le conservatisme ont eu pendant longtemps raison, on va dire, de la volonté des femmes de rentrer au palais de justice. Mais on trouvait bien de mettre le point ou le projecteur sur cette histoire importante de ces femmes qui portent la robe d'avocat. Et voilà, en passant évidemment par les premières grandes avocates, Jeanne Chauvin, qu'on aime beaucoup, qui a prôné le combat et a signé l'ordre des avocats pour avoir l'autorisation de prêter serment à un moment où les femmes ne peuvent pas voter, donc ne peuvent pas être jurées dans une cour d'assises. Le paradoxe, c'est qu'elle demande à être avocate et qu'on lui retorque, mais madame, vous ne pourriez même pas être jurée. Elle dit, mais qu'à cela ne tienne, et elle gagne. Et puis ça donnera des très grandes plaideuses, ça donnera des bâtonnières, ça donnera des femmes gardes des sceaux. Nous en avons connu plusieurs, Elisabeth Guigou jusqu'à Christiane Taubira. Ça fait quand même de très très beaux personnages ou des très belles figures politiques, des femmes magistrates évidemment, Simone Rosière, première présidente de la Cour de cassation, Eva Joly, juge d'instruction, dont on pense ce qu'on veut politiquement, mais c'est une juge d'instruction qui a compté et qui a marqué son temps, et puis Gisèle Halimi, dont je parlais tout à l'heure comme avocate, et également des criminels, parce qu'on aime beaucoup Violette Nozière, parce que les sœurs Papin nous sont quand même indispensables, parce que Madame Caillot
qui abat le directeur du Figaro pour venger l'humiliation de son mari dans la presse. Ça nous semble un fait divers absolument incroyable et un procès absolument saisissant encore aujourd'hui. Il y a Madame Imbert, la plus grande escroque, qui est la Madoff, en quelque sorte, du début du XXe siècle. Beaucoup de très belles figures. Qui ne sont pas toujours sympathiques, hein, mais qui nous semblaient intéressantes. Il nous semblait intéressant de raconter leur histoire. Donc ici, dans quelques mois, des femmes et donc il y en a une près de toi, on peut la présenter. La cheville ouvrière de cette entreprise, où nous sommes deux plus Jean-Marc qui nous sert pour les visites et les conférences, etc. Donc le conservateur et l'adjoint, le bras droit du conservateur, Sylvie Gérassi, docteur en histoire, au service de l'ordre des avocats et de la noble cause. Voilà. Un mot ? Allez, Cindy, une préférence parmi tous ces portraits de femmes que vous allez faire? Est-ce qu'il y en a une où vous avez dit à Emmanuel, oh, il faut là, celle-ci, on ne peut pas faire la passe? Une préférence pour Madame Caillot. Madame Caillot? Madame Caillot et Thérèse Imbert. Ouais. D'accord. Alors, Madame Caillot, qui quand même gagne parce que son avocat Fernand Laborie, le même que celui qu'on a rencontré dans l'affaire Dreyfus et qui défend Zola, est un homme qui porte les idées de son temps, entre guillemets, et obtient l'acquittement de Madame Caillot en plaidant devant les jurés d'assises qu'elle n'a pas pu préméditer le meurtre du directeur du Figaro, qu'elle n'a pas pu le réfléchir parce qu'elle est une femme et dont un animal instinctif et stupide qui est incapable de préméditer un meurtre. Ça nous laisse effectivement. Voilà. Donc, ça permet de comprendre vraiment le travail qui restait à faire et qui a été fait, et encore celui qui reste à faire pour sortir des clichés et de la façon abominable dont certains peuvent encore considérer le rôle des femmes dans la société française, les pouvoirs qu'elles peuvent occuper et la place qu'elles doivent avoir. Voilà, donc, et Madame Imbert, parce que quand même là, c'est l'intelligence au service de la malhonnêteté, mais avec une telle maestria que, sincèrement, c'est une escroque sympathique. Fabuleuse. Beaucoup de grâce. Beaucoup de grâce, voilà. Cindy et Emmanuel, merci beaucoup à vous deux, beau tandem et beau travail, et on attend avec impatience la sortie du prochain ouvrage et de l'expo qui l'accompagnera. Oui, en tout bien tout honneur, ça sera notre prochain bébé, on est très fiers déjà de nos enfants précédents. Oui, bravo, voilà. bravo. En tout bien tout honneur. Merci beaucoup à vous.